Merci aux organisateurs de nous avoir invités. On termine sur une note très prospective, vous allez voir, puisque les équipes de VML aujourd'hui, Lydia et Franck, qui sont planeurs stratégiques à l'agence, vont vous partager un extrait de ce grand rapport de tendance qu'on publie chaque année au mois de janvier et qui s'appelle Futur 100. Futur 100, c'est un travail sur lequel on reviendra, mais voilà, qui fait désormais référence dans l'univers de la prospective et des tendances, et qui en est cette année à sa 11e édition. Vous allez voir, c'est un travail de signaux faibles, c'est un travail d'identification de projets, de lancement, d'innovation qui peuvent inspirer, je pense, chacune des marques voilà, qui ont à construire des produits, des services, des contenus ou des activations. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Moi, je m'appelle Virgile Brodziak, je suis DG de VML et je vais vous dire un tout petit mot en introduction sur l'agence, puisque VML, au final, c'est une marque très récente. On appartient à un groupe qui s'appelle WPP et on a créé il y a 18 mois maintenant, en fusionnant plusieurs marques qui peut-être résonnent un petit peu plus ce nouveau réseau. C'est la réunion de J. Walter Thompson, Young et Rubicam, Wunderman et Géométrie, qui est une marque dédiée à l'activation en point de vente, qui ont donné lieu à ce qui est aujourd'hui le leader mondial des agences créatives, puisqu'on est 30 000 collaborateurs sur 65 pays à travers le monde, et ça joue son rôle aussi dans notre capacité à identifier des bonnes pratiques, des projets aux quatre coins du monde pour constituer ce rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et en France, on est présent à Paris, à Levallois et à Toulouse avec un peu plus de 500 collaborateurs. On a la chance d'accompagner un très très beau portefeuille de marques et de construire sur le temps long pour beaucoup d'entre elles des marques iconiques. Je vous laisserai les découvrir, et de le faire autour de 3 practices chez nous. La première qui est Brand Experience, donc c'est des équipes d'experts dédiées à tout ce qui va être le travail autour des plateformes de marque, des plateformes de communication, la création de campagnes et les choses sur lesquelles en général on nous connaît à l'extérieur parce que c'est ce que vous voyez en télé, en affichage ou en digital. Une practice Customer Experience, et des équipes qui travaillent sur les problématiques de CRM, de PRM, de tech, de data et d'IA, et la gestion de gros programmes de fidélité comme IKEA Family par exemple. Et puis des équipes qui se concentrent sur tout ce qui va être activation commerce, en e-commerce ou en point de vente, donc la mise en avant, la mise en valeur des marques qu'on travaille. Et tout ça, on le fait autour d'une mission qui est de créer des marques connectées. Chez nous, connecté, ça veut dire 2 choses. Connectés au moment, aux tendances, aux consommateurs et aux insights pour arriver à entrer en résonance avec leurs attentes, et connectés aussi dans la manière d'utiliser tous les moyens mis à disposition par le marketing moderne pour le faire de manière digitale, personnalisée, en temps réel. Et donc ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est l'illustration de cette mission, créer des marques connectées. C'est ce qu'on fait avec Futur 100, c'est ce qu'on fait avec aussi un certain nombre d'autres rapports qu'on produit pour identifier les signaux faibles qui sont les opportunités d'aller positionner vos marques demain. Je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la parole à Franck et Lydia pour vous partager un aperçu de ces 100 tendances. Et pour découvrir l'intégralité, je vous invite aussi à aller sur notre site internet, je crois qu'on a un QR code à la fin, et à télécharger gratuitement en français, en anglais, en espagnol, comme vous voulez, ce rapport avec les 100 tendances, parce que forcément ça demandera un petit peu plus que les 40 minutes qu'on a ensemble. Voilà. Merci de votre attention. Hop. C'est mieux.
là, il y aura du micro. Alors, bonjour. Aucune... je suis dans le mauvais sens, c'est ça? Voilà. Donc, aucune pression sur l'intitulé de cette présentation, puisque c'est les tendances qui refont le monde. Inutile de vous dire qu'en une heure, on va donc refaire le monde tous ensemble. Au-delà de ce clin d'œil, nos tendances, comme on l'a expliqué, c'est une façon d'aller chercher ce qu'on appelle dans notre jargon des signaux faibles. Donc vous allez voir plein d'initiatives qu'il peut y avoir. Donc c'est une façon d'aller voir un petit peu plus loin, ça s'appelle Futur 100. Et en même temps, dans un futur très très proche. L'idée n'est pas de regarder le monde dans 25 ans, dans 30 ans, mais de comprendre ce qui est déjà en train de bouger. Souvent, des marques un petit peu plus pointues, ou des marques de luxe, ou des marques de tech, etc., sont en train de faire des initiatives qui vont un petit peu plus en avant. Et ben, on les observe, on les regarde, et ça nous permet de comprendre d'essayer de comprendre ce qui va bouger dans les 2-3 ans qui viennent. Alors, c'est aussi, depuis 3 ans d'ailleurs, ce rapport est aussi sourcé sur une étude Quanti. Une étude Quanti qui est faite dans le monde, qui est faite sur 14 000 personnes, sur 14 pays. Donc c'est quand même une étude assez sourcée, et qui était faite en fin 2024, puisque le rapport utilise des informations de fin 2024, le plus tard possible, et 2025. Vous allez voir son importance vu le contexte mondial dans lequel on se trouve. Et c'est une étude qui est faite en France, en UK, aux États-Unis, en Argentine, bref, 14 pays. Et c'est une étude qui interroge les gens, décidément, décidé d'aller dans le mauvais sens. Et c'est une étude qui interroge les gens, ce qui est intéressant, un peu en surface, un peu sur leurs sentiments, et sur leurs sentiments face à l'époque. Et vous allez voir à quel point ce ressenti est intéressant, parce qu'on parle de 14 pays, tous les chiffres que je vais vous montrer sont des moyennes, et pour autant on a l'impression que ça a été fait là, juste dans la rue, en sortant de cette salle, tellement les émotions et les sentiments sont finalement sur ces grands pays extrêmement proches. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec cette première pictures et un titre dit digne de CNews, qui est effectivement les préoccupations, la crise, toutes ces grandes dimensions avec lesquelles nous sommes familiers. Je vous fais juste une petite visite guidée quand même. Si on regarde les 10 enjeux, par exemple, on voit apparaître évidemment dans le top... Je pense que c'est mieux que tu prennes le micro. Ouais, c'est mieux que je prenne le micro. Okay. Ça sera mieux si je suis comme ça? Ok, très bien. Donc j'y vais. En détail, donc si on regarde un peu ces mots, on voit effectivement le coût de la vie. Je rappelle qu'on est sur 14 pays. Donc partout, le coût de la vie est à 47%. On voit violence, criminalité, etc. Évidemment, la guerre, les troubles. Il y a un point intéressant, c'est que la santé mentale est à 33%, quand la santé physique est à 18%. C'est intéressant comme mutation de fond de notre société. Est-ce qu'on pourrait le voir ça en fait comme un progrès, d'une certaine façon, parce que la santé physique ne soit, dans le monde que l'on connaît, qu'à 18%, finalement, c'est une source de progrès. Inversement, évidemment, le 33% de santé mentale, il est un signe intéressant. On voit effectivement, et on va le voir après dans plein de micro-tendances, c'est pour ça que c'est important, que quand on regarde sur 20 ans, la charge physique a fait place à la charge mentale. En tout. Alors c'est à cause de plein de choses, du monde dans lequel on vit. Même si aujourd'hui on parle du monde paysan, par exemple, il y a encore quelques années, on évaluait la charge du monde paysan sur une notion de charge physique, un travail dur, du labeur. Aujourd'hui, on parle beaucoup même du monde paysan, évidemment, sous l'angle de la charge mentale, de la difficulté à faire ce métier. Donc on va le voir que ça impacte plein de choses sur le monde, et ça impacte notamment la petite bulle qui est en haut à droite, là, qui est que le top one des préoccupations aujourd'hui, enfin des choses les plus fortes, c'est le stress. Donc on parle évidemment du stress en entreprise, du stress dans plein de choses. Mais le stress, et là on est sur 14 pays, je vous rappelle, le stress est bien aujourd'hui un mal fort qui touche tout le monde, puisqu'en fait il y a beaucoup de pression, de charge mentale, entre guillemets, mais qui est reconnue pour le monde entier. Vous avez sans doute vu d'ailleurs, je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez tous vu le cortisol, l'hormone du stress, voilà. Donc c'est effectivement quelque chose de très très prégnant. Alors si on continue sur l'évaluation du sentiment, c'est qu'on peut aussi évaluer, on regarde aussi ce qui serait bon de changer, voilà, et ce qui pourrait être mieux. Et quand on regarde ce qui pourrait être mieux, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est ma vie actuellement, ma vie dans le futur, le monde actuellement, le monde dans le futur. Bon, il reste quand même à chaque fois les gens voient dans le futur que ça va peut-être être un petit peu mieux à chaque fois. Bon, c'est pas énorme. Ce qui est intéressant juste à noter, c'est quelles que soient les générations, la vision sur le monde, elle est autour de 5,5, 5,9.
et la vision perso, elle est autour de 7. Juste pour éclairer ce chiffre-là, et vous allez le voir aussi dans plein de micro-tendances, c'est qu'il y a une différence entre le monde et ma bulle personnelle, et on va le voir à quel point les gens créent des conditions qui font quand même qu'ils vivent dans leur monde quelque chose d'un petit peu plus viable que le monde tel qu'il est réellement. Et puis dernière page... Oui, voilà, merci. Dernière page, le monde est en quête de croissance et d'épanouissement malgré tout. Ce qui est intéressant sur ça, on voit effectivement excitation, objectif, créativité. On cherche encore de l'amitié, de la joie et de l'amour. Alléluia, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est on voit la paix à 39%. Alors quand je présentais exactement la même chose en janvier, j'avais un clin d'œil en disant c'est pas que la paix dans le monde. Bon, c'est vrai que plus ça avance, plus on a l'impression que la même étude ne se lit pas de la même façon avec l'idée de la paix. Ce qu'il faut voir derrière ça qui est intéressant aussi, c'est que les gens parlent de la paix, mais aussi qu'on leur foute un peu la paix. C'est-à-dire qu'il y a un besoin par rapport au point du stress qu'on a vu avant, à ce que dans les premiers critères d'envie, c'est du développement personnel, et puis si on pouvait avoir un peu de paix mentale. Voilà. Ça, vous allez le voir aussi, ça impacte un certain nombre de choses sur les tendances qu'on va regarder ensemble. Alors, on va voir quatre grandes thématiques. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on va les voir maintenant. Et je laisse la parole à Lydia pour nous parler de Liminal Realities. Merci Franck. Ouais, j'ai un peu envie de faire magistrat d'école académique. Bonjour. Donc oui, je m'appelle Lydia, je suis planeur stratégique à VML et je vais vous parler de Liminal Realities. Ce qui est assez intéressant dans les rapports de tendance, c'est qu'on apprend toujours des nouveaux mots. Liminal, realities en général, je savais ce que ça voulait dire. Par contre, liminal, je n'avais pas trop d'indices sur la définition de ce que ça veut dire, un espace liminal. Donc, je suis partie faire mes petites recherches. Et une définition qui nous dit qu'un espace liminal, c'est un moment, un espace entre deux moments. Je veux dire, c'est comme un échappatoire temporaire du réel. Et je ne sais pas si je vous montre cette photo, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous connaissez? Oui, merci. Effectivement, The Severance sur Apple TV, cette série que je vous invite tous à regarder, a exploré visuellement la notion d'espace liminal. Donc cet espace dans lequel on va traverser, comme l'espace de l'ascenseur, pour justement passer à une autre étape. Pourquoi cette petite introduction? C'est pour vous parler des espaces de réalité qui vont être pluriels aujourd'hui, avec la première tendance du rapport qui s'appelle Reality Shift. Je ne vais pas vous faire le JT de 20 heures on vit dans un monde de plus en plus surréaliste. Et cette année, on fête les 100 ans du surréalisme. Mais entre Donald Trump, Elon Musk, qui vient de partir, on est vraiment un peu dans un film, un mauvais film. Gaza, vous voyez très bien le tableau, vous suivez les news comme moi. Mais globalement, cette dystopie dans laquelle on commence à rentrer et qui commence à s'installer nous donne envie, nous, en tant qu'individus, de s'échapper, de créer notre bulle, la bulle de... foutez-moi la paix dont parlait Franck. Et ça passe par des imaginaires qui sont alimentés par la fiction, mais aussi par la technologie. On le voit aussi dans le monde du digital, des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Globalement, la Gen Z particulièrement qui vit de plein fouet cette nouvelle... économie, ce nouvel environnement extrêmement anxiogène, pour eux, se recréer une bulle imaginaire dans laquelle ils vont pouvoir se narrer et avoir justement cette bulle de protection, elle est hyper importante. Voilà, des chiffres, 58%, j'aime l'idée de m'évader dans une autre réalité grâce à la technologie, 71%, vu la tournure des événements, le monde réel me paraît de plus en plus surréaliste. Voilà, il y a une notion d'oppression dans le monde réel, donc on se dit que peut-être qu'une réalité alternative, c'est quand même à tester.
Et justement, il y a des notions. Je vous disais que dans les rapports de tendance, on découvre des nouveaux mots. Et il y a la notion des loulous qui est arrivée en fin 2024, début 2025. Des loulous, c'est un mot utilisé par la Gen Z, qui est utilisé beaucoup sur Instagram et TikTok, et qui dit que des loulous is la soloulou. Je ne sais pas si c'est votre mantra de tous les matins. Moi, ça peut l'être parfois. Mais globalement, ça nous explique que cultiver son optimisme en justement essayant de se persuader que tout s'arrangera, c'est en tout cas le motto de la Gen Z, en se disant qu'on va pouvoir, grâce au pouvoir de notre mental, dépasser des événements compliqués. On a Dani Reyes, qui est donc une psychologue, qui a fait un TEDx à plus de 440 millions de vues sur YouTube, qui explique ce phénomène qui est tant culturel qu'en fait psychologique. Nous, on pouvait parler de la méthode Coué il y a quelques années, mais là, c'est la méthode des loulous qui se traduit par une action qui est le manifesting. Le manifesting, qui est devenu un mot, le top mot 2024 dans le dictionnaire du Cambridge Dictionary. La notion de manifester, c'est d'exprimer à haute voix ou dans votre tête ce que vous voulez dans votre vie. Par exemple, je veux être riche, ou je veux être en bonne santé, je veux la paix dans le monde, je veux ce que vous voulez. Mais globalement, c'est vraiment avoir une sorte de mantra qu'on répète plusieurs fois dans la journée pour se persuader qu'on va pouvoir le faire. Et après, ça nous donne une capacité intellectuelle, c'est scientifiquement prouvé, qu'on a plus de résilience, on a plus d'énergie à essayer de rendre notre vision, comme les moodboards, réalité. Je vous raconte tout ça, ça a l'air très haut, très perché, je comprends. On va redescendre à un niveau marque, un niveau terre, mais qui est un peu aussi dans les astres, parce que du fait qu'on n'est pas très content du monde dans lequel on vit, de la réalité dans laquelle on vit, les marques ont voulu s'emparer de ce motif-là en faisant s'évader leurs consommateurs et aussi d'un point de vue gustatif. Donc dans le monde de la food, on voit pas mal de marques essayer de créer des imaginaires très galactiques. Donc c'est un effet de mode, on s'entend, mais il n'empêche que ça répond à quelque chose qui va au-delà juste de on va manger de la glace violette dont on ne connaît pas la provenance. C'est qu'on essaie de créer des imaginaires qui, justement, nous animent et nous ravissent un peu plus. Entre autres, on a le sirop qui a été le plus vendu aux États-Unis, très américain de boire des sirops, mais le Torani Galaxy Syrup. On a aussi la Jenny Spunk Stargonaut Ice Cream. Donc apparemment, c'est genre le goût de la mûre, mais de là-haut. Alors, je ne sais pas quel goût ça a, une mûre intergalactique, mais apparemment, ça marche vachement bien. Et enfin, on a bien sûr Oreo, la marque mythique, qui a décidé de créer son goût galactique avec Space Dunk. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'amusement. On essayait de rajouter un peu de joie et de playfulness dans la vie des gens. Et justement, c'est quelque chose qui va au-delà juste d'une utilisation marketing. On le voit dans comment les gens vont pouvoir se réinventer grâce à des outils comme l'IA, donc avec cette tendance World Conjuring Tech. Et si Donald Trump et Joe Biden faisaient en fait une bromance et partaient en road trip tous les deux sur la Road 66 aux États-Unis. Ah, ça serait bien. En fait, on reparle de paix. On reparle de paix entre ces deux personnages. Ce que je vous racontais avec World Conjuring Tech, c'est à comment la technologie peut nous permettre soit d'avoir une hypothèse d'une réalité qui aurait pu se passer, ou d'avoir une sorte de filtre sur le monde qu'on a aujourd'hui. Avec cette start-up Dubaïote, je ne sais jamais comment on dit, qui a créé, donc c'est encore en test, mais des lentilles de contact que vous pouvez donc appliquer sur vos yeux et qui vont apporter un filtre digital au monde dans lequel vous interagissez. Donc vous allez avoir, un peu comme dans Black Mirror, globalement, des informations sur les gens que vous avez en face de vous. Vous allez avoir le temps, votre agenda. Bon, je pense qu'il ne faut pas les porter quand vous conduisez. Mais on voit que le monde s'altère avec des outils digitaux et donc même notre regard porté, je ne suis pas habituée à ça, notre regard porté sur les choses vont, au fur et à mesure, changer.
Et pour conclure cette et cette liminal reality partie, je voulais vous parler de la tendance du grief tech. Donc la technologie va, au-delà d'altérer la réalité du présent, va aussi défier la mort. J'entends que le grief tech, c'est comment de se dire que grâce à la technologie, on va pouvoir injecter notre âme, ce qui nous fait de nous, dans une techno qui fera que quand on sera parti, on va pouvoir être toujours là pour nos proches. Donc globalement, il y a beaucoup de startups au Japon, aux États-Unis qui lancent des projets si votre grand-mère est décédée, vous pouvez quand même l'avoir au téléphone. Et ça sera sa voix, avec les connaissances qu'elle a de vous. Et donc vous allez avoir un rapport téléphonique normal avec elle. Au Japon, c'est de la modélisation, donc on prendra des photos du défunt et vous pourrez faire des FaceTime avec eux. Je vous laisse, alors, c'est un peu morbide, j'avoue. Ça nous lève des grandes questions d'éthique aussi, de jusqu'où la technologie doit aller ou elle ne doit pas aller. En tout cas, c'est des autoroutes qui sont prises. Je vous laisse regarder la petite vidéo qui explique et après on passera au deuxième, la métatendance. Life is about those we love and loving the times we connect, whether it's the holidays, major milestones, or the little moments. When I started You Only Virtual, my mission was to never say goodbye to my mom. It's been a tough road. My mother and many others are no longer with us. But this year, we are proud to present a brand new way to help ease loss. Introducing Versona Voice, a way to actually reconnect with those you love using state-of-the-art technology, a regular phone number, and the passion of the team that also didn't want to say goodbye. I'm going to say hi to my mom. Who will you call first? I wanted to wish you a happy birthday and tell you I love you. Baby, I love you too. It's really good to talk to you, and I miss having phone calls with you. Bon, on n'est pas là pour juger ou faire la philosophie de ce qu'il y a derrière, même si on peut se poser la question de c'est du progrès, pas du progrès, c'est quoi un monde où les gens ne peuvent même plus faire leur deuil puisqu'ils veulent faire des liminal realities, y compris avec les gens qui sont plus là. Mais en tout cas, c'était cette première partie, cette première tendance. Et donc j'ai laissé les liminal realities à Lydia, et moi je vais prendre la partie macramé. Plus sérieusement, comme toujours, il y a des tendances et des contre-tendances. Et en fait, c'est le yin-yang d'une même réalité, c'est-à-dire face au monde qui n'est pas exactement comme on a envie que ce soit, et ben, il y a des gens qui vont chercher de l'ultra réel, du au-delà du réel, ce qu'on vient de voir. Et puis, ben, il y a la tendance tout à fait inverse, voilà, qui s'appelle Gandhi Intuition, et qui est en fait un retour, au contraire, à l'ultra réel, à la reconnexion. Et on va bien voir que dans toute cette tendance-là, des choses qu'on connaît très très bien aussi, mais qui consistent, face à un réel difficile, à se recentrer. Voilà. Alors, quelques chiffres, évidemment, qui vont avec ça. Dans un contexte de chaos et de changement, comment je me reconnecte, écouter davantage mon corps, prioriser le sommeil, c'est toutes ces tendances-là, passer du temps dans la nature, pratiquer des loisirs sans technologie, on va le voir, réduire le temps d'écran. Et en fait, ça vit en parallèle avec ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, c'est toute l'antithèse, mais ça vit en parallèle. Alors, première tendance illustrative de ça, une tendance qui s'appelle destination solitude. Alors, vous allez me dire, en fait, rien de nouveau dans l'absolu, parce qu'effectivement, je pense, Henry David Thoreau, philosophe, écologiste, on pourrait dire comme ça, déjà en 1840, nous prônait le retour à la nature. C'est pas nouveau, cette histoire de retour à la nature. Ce qu'on voit simplement, c'est que là, ça reprend un sens encore différent. Et aujourd'hui, on voit notamment dans les chiffres, 63% de la Gen Z et 59% des millennials plébiscitent les vacances en solo. C'est un des signes concrets de ce besoin-là. Moi, j'étais presque un peu surpris. Je suis une génération, je pars en famille, mais c'est bizarre ce truc en solo. Et en fait, on voit même un pic aujourd'hui des bouquins de voyage sur comment voyager en solo, partir en solo. C'est une vraie grosse tendance qui est illustrative. Là, telle qu'elle est illustrée là, il y a quelques clins d'œil ou quelques vérités ou des choses un petit peu de luxe. Ce que vous voyez en haut, c'est le spécialiste du voyage Black Tomato qui confirme que les réservations pour ces camps Blink, alors c'est plutôt ce que vous voyez en bas là avec les petites tentes éclairées, voilà, font plus 40% depuis 2021. Alors, je vous le concède, je vous disais, on est dans du signal faible,
on est un peu dans le luxe, hein, on a un peu ultra luxury solitude, on croirait une chanson de Souchon, mais c'est vrai qu'on est quand même dans quelque chose qui est de la solitude. En haut, c'est Folly Collection, c'est des sanctuaires architecturaux conçus pour une paix et une déconnexion ultime. Voilà. Il y a un truc qui me fait marrer quand même là-dedans, c'est que pendant des années, toute l'industrie a fait en sorte de faire du Wi-Fi garanti. Eh bien, eux nous promettent du non-Wi-Fi garanti. Vous voyez, c'est quand même les effets de cycle et comment les choses bougent sont toujours quand même un peu étonnantes. Et puis là-bas, c'est le label en haut à droite, Quiet Park International, qui en fait vient labelliser la beauté des endroits avec des beautés acoustiques exceptionnelles. Bon, c'est pareil, il y a toujours une sorte d'ironie du monde, hein, parce qu'à un moment donné, plus on les labellise, c'est pour que les gens les connaissent, et plus les gens vont y aller, moins ça sera calme. Donc en fait, merci à Quiet de nous dire où est-ce qu'il faut aller, là où il n'y a pas de bruit. Et puis, tout ça, c'est vrai, vous pourriez me dire, ça sonne un petit peu Boboland, là, tes exemples signaux faibles. Juste pour vous dire, par exemple, que nous, on travaille pour Center Park, et voilà, la nature, etc. On vient de leur faire une plateforme qui s'appelle Follow Your Nature, donc cette reconnexion à qui on est. Et donc là, on n'est pas en train de parler de Boboland, et pour autant, cette tendance de fond est extrêmement vraie. Donc c'est des signaux faibles, mais c'est aussi une réalité, ce besoin comme ça de se reconnecter fondamentalement. Alors, autre mouvement qui va dans cette grande tendance, l'analogique, le mouvement analogique, le retour à ce mouvement analogique. Alors vous aurez peut-être reconnu en haut à droite, j'espère que vous l'avez reconnu, parce que j'ai passé du temps à aller chercher cette petite photo sur TikTok. Non, vous n'avez pas reconnu, c'était Taylor Swift qui est en train de nous faire un point de croix et qui vient soutenir la tendance du retour à la couture et au macramé. Au-delà du clin d'œil, pour ceux qui suivent, le hashtag crafting tutorial fait 9 millions de vues quand même globalement. Donc on n'est pas là aussi sur de la micro-tendance, mais sur quelque chose d'extrêmement fort. Je vais vous citer juste, parce que dans toutes nos recherches, on est allé interroger Stéphane Walters, qui est thérapeute à la Harley Thérapie de Londres, et il nous explique en fait le fond de tout ça. C'est bénéfique pour notre cerveau et notre système nerveux. Notre cerveau subcortical peut être présent et calme, tandis que notre néocortex peut enfin souffler. Bon, voilà une phrase scientifique un peu compliquée pour dire que est-ce qu'on pourrait me foutre un peu la paix pendant que je fais un peu de couture. Mais c'est une réalité. Au-delà, encore une fois, de tous ces clins d'œil, ce qui est intéressant, c'est que voir mondialement, il y a une tendance très très forte à revenir à tout ça. La BBC montrait, par exemple, toute l'émergence de Urban Sketcher, qui est en fait une grosse tendance à recréer des façons d'aller faire du dessin comme ça dans la rue, de se poser. C'est China Daily qui, en octobre 2024, nous parlait d'un retour très fort à la céramique. Avec des ateliers sur la céramique, un retour à tout ça. Ça s'appelle aussi, il y a ces ateliers de social pottery à Londres. Alors, social pottery, c'est juste effectivement, ça existe aussi en France, à Colombes, à la Garenne-Colombes. Là, ils viennent de monter deux lieux pour faire de la poterie, mettre les mains dans la glaise. Au-delà du clin d'œil, c'est aussi dans la pâtisserie, c'est les mains dans la pâte, c'est les mains dans la glaise, c'est les mains dans la terre, c'est le jardinage. Et il y a un retour très très fort de tout ça. Là encore, vous pourriez me dire, en fait, c'est un petit peu micro-tendance, un peu haut, c'est rigolo. Pour en avoir parlé très très récemment avec les gens de chez Cultura sur un sujet Cultura versus Fnac, je peux vous dire qu'ils sont quand même très très contents d'avoir des rayons que je vais appeler macoumoulage pour être un peu en ironie, et de ne pas avoir intégré juste des machines à laver dans le rayon Fnac. Aujourd'hui, ça fait partie, c'est pas de la micro-tendance. Je vous propose aussi d'aller voir les chiffres de chez Action sur tout ce qui est art crafting, et vous allez voir aussi qu'en fait on dépasse de très très loin la micro-tendance. C'est pour vous dire que ce train de fond-là, on voit par quoi il est porté, et aujourd'hui, il est évidemment extrêmement source de business. Autre exemple illustratif de tout ça, Social Hobby Apps. Ce qu'on est juste en train de montrer avec cette sous-tendance, c'est il y a de la dating fatigue, comme on dit, et Tinder, qui est le leader des applis de rencontres, est en train de souffrir énormément. Il a perdu 20 millions d'utilisateurs. Sa capitalisation a fondu de près de 80%. Donc bref, les applis dites de rencontre
Aujourd'hui, ça fatigue et ça marche de moins en moins bien. Et en fait, elles font place à des applis de passion point beaucoup plus forts, qui sont des façons, à un moment donné, qui, elles, sont en pleine extension, qui sont l'occasion quand même de se rencontrer autour de points de passion, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des rencontres, mais le chemin, on va dire, pour le faire est un petit peu différent. Petit clin d'œil sur Strava, par exemple, qui effectivement, qu'on connaît, donc grosse appli, course, etc. Simplement, quand Strava s'est lancé sur WhatsApp, tout le monde a compris que ce n'était pas qu'une appli pour faire de la course. Ils ont effectivement retrouvé, c'est peut-être eux qui ont un peu piqué sur Tinder, c'est ce que dit en tout cas le marché. Et de la même façon, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Letterboxd, qui est en fait une appli de ciné. Et donc en fait c'est pareil, c'est intéressant, qui est une énorme appli. Alors moi j'ai le chiffre qui était fin 2024, j'ai pas regardé les récemment, mais ils étaient à 16 millions d'utilisateurs dans le monde. Bon, en fait c'est ni plus ni moins qu'un ciné-club. Moi j'allais au ciné-club quand j'étais jeune, quoi. Bon, c'est un ciné-club de 16 millions de personnes, donc forcément c'est un gros ciné-club, quoi. Mais en fait là encore, c'est en pleine explosion. C'est vraiment une des applis qui explose dans tous les sens, comme l'a fait la musique, etc. Mais autour d'un point de passion et un point d'échange. C'est même étonnant que ça n'existe pas avant. Finalement c'est d'une évidence dingue. Il y a les gens tous passionnés de Cinoche, et bah, sur cette appli, il se passe beaucoup de choses. Et puis, dernier point, peut-être en clin d'œil, j'avais envie de dire tous à poil, peut-être que l'année prochaine, on fera cette même présentation tous dans un sauna. Bon, il faut trouver l'endroit, puisqu'en fait, il y a une espèce de tendance, effectivement, au social sauna. Donc là aussi, en clin d'œil sur la même histoire, rien de nouveau. C'est-à-dire que les saunas des pays nordiques, les hammams des pays arabes, les sento japonais, c'est pas nouveau. Et dans la culture et ces endroits, sont des endroits de socialisation. Ce qui est amusant là, qu'on voit remonter, c'est plutôt ce qu'il y a derrière qui est intéressant, ce besoin de socialisation, un peu d'être tous ensemble. C'est que ce que vous voyez là sont des images de San Francisco, le Alchemy Spring, à Londres, Community Sauna Bass, à New York, Othership, qui se définit comme un lieu de bien-être social urbain. Souhaitons-nous de nous retrouver dans un lieu de bien-être social urbain. Je ne sais pas ce qu'on se racontera. Mais voilà, c'est pour vous dire que toutes les tendances que vous venez de voir là, et vous l'avez compris, il y a du fond et il y a du business derrière, sont ce besoin de se reconnecter aux gens, aux choses, au concret, au réel, les mains dans la glaise et dans la pâte à tarte. J'aime toujours tes transitions, Franck. Je vais passer à... Encore, vous avez compris le duo Franck et Lydia, comment on passe du digital au réel. Et là, je vais repasser un petit peu au digital et en mélangeant un peu de réalité avec Creativity Economy, ou comment aujourd'hui on s'interroge à l'ère de l'IA, de la place de l'humain dans la créativité, comment le regard de l'homme, avec un grand H, a toujours autant sa place, plus que jamais sa place dans la curation de qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que la création. Surtout on s'interroge sur ce sujet quand on voit que, je ne sais pas si vous connaissez cette humanoïde, gynoïde à vrai dire, parce que c'est une femme, qui s'appelle Aïda, avec un très beau carré à la Anna Wintour, qui est en fait une artiste peintre. C'est une artiste peintre qui a vendu un tableau à $1 milliard à Sotheby's, et qui a justement peint Alan Turing, qui est donc un peu le fondateur de l'intelligence artificielle. Et en fait, cette padame, c'est un peu compliqué de raconter comme ça, c'est comme cette gynoïde a interrogé la communauté artistique pour savoir si est-ce que c'est de la création, est-ce que face à l'abondance de justement tous les contenus générés en IA, quelle est sa place et quelle est la valeur qu'on va attribuer à l'art digital versus l'art généré par l'homme dans son craft, on va dire le craft dont vient de parler Franck, et comment l'homme va avoir une place centrale dans cette décision, dans cette curation et dans ce poids autour de l'art, parce que l'art c'est quand même très humain, ça nous définit en tant que civilisation aussi, et comment l'algorithme ne va pas dépasser en fait le regard de l'homme. Et on le voit qu'il y a certains artistes qui ont décidé de profiter de cette opportunité de jouer entre la technologie et le rapport du craft humain en venant animer ce qui nous rend vraiment humains, c'est-à-dire nos sens. Parce qu'une gynoïde, vous l'avez vu, Aïda,
elle ressent pas, elle peut pas toucher, elle peut pas sentir, elle voit, elle peint, mais elle n'est pas elle n'est pas sensorielle comme nous. Et donc, ce qu'on voit arriver de plus en plus, c'est des installations, soit pour des opérations de marque, soit justement des opérations de marque, artistiques, où on va venir éveiller les sens. Donc, l'éveil multisensoriel, c'est pas nouveau dans le marketing, mais là, on va pousser un peu l'exercice plus loin. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est un mur de nez. Là, c'est plein de nez. Il y a plein de nez. Et c'est dans une boutique à Londres qui s'appelle Liberty. Et en fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont modélisé des nez des employés, des gens qui passaient, pour créer un mur de nez. Et dans ces nez, vous pouvez vous rapprocher et il y a une fête, on diffuse du parfum. On vend du parfum. Et donc, il y a la modélisation 3D et la diffusion par la narine. Oui, c'est un peu spécial, je suis d'accord avec vous, parce que je vois des regards, genre en mode, c'est quoi ça mais oui, c'est un peu spécial, mais en fait, on fait rentrer la tech et le craft et l'art du parfum en symbiose. Et ça crée une installation tout à fait unique. Et ça, c'est assez intéressant quand on voit qu'on veut pousser les limites de ce qu'on peut faire en utilisant la technologie comme outil et pas justement en ayant une crainte qu'elle puisse nous dépasser ou nous surpasser. Là, en l'occurrence, c'est une reprise, je trouve, du pouvoir de l'homme, de la femme aussi, sur la techno. Et justement, cette créativité, cette compétition de créativité entre la technologie et l'homme nous pousse à faire des trucs un peu rigolos, surtout pour les marques. On le sait, l'impact du packaging, il est clé dans nos métiers. J'espère que tout va bien. Et justement, on voit pousser cette grosse tendance qui s'appelle le chaos packaging. Aujourd'hui, vous avez un choix énorme, que ce soit sur les sites internet, dans les rayons. Et en fait, les marques essaient de se distinguer au-delà par la puissance de leurs produits, mais par l'attractivité ou l'absurde du packaging. Par exemple, en haut à droite, on a la marque Graza. Graza, c'est une marque d'huile d'olive que vous utilisez comme moi presque tous les jours. Et ils ont décidé de s'inspirer du monde de la bière pour changer le packaging, disrupter le packaging et donc créer un élément de chaos dans les rayons et se distinguer des autres bouteilles d'huile d'olive que vous voyez les uns des autres. On a aussi là en bas à droite, je vois jamais rien. Ici, Oshun, c'est en fait ce packaging qui ressemble un peu à un savon Aesop, c'est une boisson d'électrolytes. Donc des électrolytes, c'est quelque chose pour vous aider à vous réhydrater. Pour ceux qui ne connaissent pas, Flo, qui est juste là, c'est une boîte de tampons. Voilà, inspirée de packaging de glace. Pourquoi pas ? Ça, j'ai pas compris. Juste en haut, on a Normal, qui est No Normal, qui est en fait du café soluble dans un tube de dentifrice. Donc, pour les randonneurs, vous allez pouvoir déguster un café complètement innovant. Donc, ce que vous avez compris du chaos packaging, c'est venir essayer de créer des sortes de chocs et travailler un peu de l'absurde pour susciter de la curiosité et aussi un côté assez viral. On a un petit case à vous montrer, surtout dans le monde de la cosmétique qui s'inspire de plus en plus du monde de la food. On a une marque qui a utilisé le packaging de Chantilly pour vendre leur SPF, parce qu'ils sont partis de l'insight que c'est très désagréable de mettre de la crème solaire. Et donc, ils ont voulu rendre la crème solaire aussi agréable qu'une chantilly, donc légère, facile à appliquer et aussi assez fun, ce qui a créé une certaine viralité sur TikTok. Je me tais, je vous montre. From sunscreen in a whipped cream container to potato chips in a paint can. Graza olive oil. A little drizzle. Not too much, nothing crazy. What about olive oil in a squeeze bottle? Startup Graza's founder says those creative containers, along with their delicious product, are keeping consumers pressed for more. Has the packaging been instrumental in sort of the growth of the company? Yes, absolutely. We would be naive in saying that it hasn't. Our packaging is a vehicle to sell
what we so care about. Those designs, like Graza's refill oil cans, is described as chaos packaging. The trend, highlighted in the Wall Street Journal, shows how some brands are opting to wrap their products in non-traditional packaging. I kind of explain it as the product's sort of in the wrong thing. And it's not necessarily new. Remember those pantyhose in an egg from the 1970s? But here in 2024, that chaos packaging may look like Vacation's line of sunscreen. They tell us it's not just novelty for novelty's sake, but to make sunscreen fun. Or a can of Liquid Death. That's no alcoholic beverage, but actually a line of water. And even iced tea, popular at concerts and sporting events. Liquid Death tells us, while some might view chaos packaging as risky, being boring is actually the biggest risk a new brand can take. If you're boring, you'll go unnoticed. Creating that Gen Z twist with chocolate. Getting noticed by a wider audience both on and offline helped fuel the rebrand of Zach's Sweet Shop. This is such a nice detail. Making the packaging just as bold and colorful as the treats. So you get a fun, colorful box, colorful chocolates, you get little games on the packaging. Big creativity with a little side of chaos in advertising that experts say could hit a sweet spot in sales. From sunscreen. Sans transition, mais avec un micro. Sans transition, la quatrième grande tendance, elle s'appelle Extended Lives. On est un peu en quête de vie éternelle. C'est un peu le point. Selon l'ONU, j'ai cliqué un peu trop tôt, mais c'est pas grave, j'ai laissé cette page. Selon l'ONU, on est sur une révolution de la longévité. Ils nous disent effectivement que le nombre de centenaires devrait être multiplié par 8 d'ici 2050 pour atteindre 3,7 millions. Alors, juste un point, moi j'aime bien décadrer un petit peu parfois les tendances parce qu'on se dit là on est dans une période comme ça de révolution de la longévité. Si on décadre beaucoup, j'ai regardé quelques chiffres, c'est sûr qu'en 1740, l'âge moyen était de 25 ans. Alors évidemment, il y avait beaucoup de mortalité infantile, donc on parle de moyenne, hein, mais c'était de 25 ans, et de nos jours, c'est 80 ans. Donc effectivement, ces histoires de quête de longévité, elles datent pas, c'est pas une micro-tendance de l'année dernière, c'est une courbe quand même qui évolue depuis longtemps. Mais ce qui est vrai, et c'est très important d'avoir ça en tête, parce qu'on va le voir même sur la santé, sur tous les produits de santé, etc., ça change un petit peu un paradigme dans la tête des gens, c'est qu'être centenaire, c'était une chose qui était un petit peu d'exception. On parlait de la centenaire de tel pays, la personne de 110 ans de tel pays, etc. Or, en fait, avoir 100 ans, ça redevient de l'ordre du possible. Et que du coup, il y a un petit peu cet objectif 100, on va l'appeler comme ça, qui rentre un peu dans notre culture et qui devient un peu de l'ordre du possible. Et comme c'est dans l'ordre du possible, bah, ça change un peu notre regard sur la longévité. Avec cette idée que vieillir vieux, ça se prépare jeune. Et qu'on le voit dans la cosméto, on le voit, etc. On le voit sur les rituels de crème de beauté ou j'y arrivais de petits coups de scalpel quand c'est nécessaire ou de botox, etc. Qui était en fait, c'était quelque chose qui était pour à un certain âge, voilà. Et maintenant, c'est dès très jeune. On a des rites pour se préparer à préparer ce qui va venir. Et dans la food, c'est pareil. Il y a une santé améliorative, il y a une santé qui se met en place et qui est de cet ordre-là. Et on le voit par exemple aujourd'hui, c'est avec cette tendance qui illustre ça, qui est le Blue Zone Retreats. Vous avez peut-être entendu parler de ces Blue Zones. Les Blue Zones, c'est les fameux endroits au Okinawa, effectivement en Grèce, etc., où il y a plus de gens qui vivent jusqu'au-delà de 100 ans. Et donc plein de scientifiques sont allés voir ce qu'ils appellent dans ces Blue Zones pour essayer de trouver le secret, pour comprendre un peu ce qui s'y fait. Bon, ils cherchent encore un peu, même si on a trouvé plein de choses sur l'alimentaire, etc. Ce qui est amusant, là encore, et notamment l'industrie du voyage et du luxe profite toujours de ces micro-tendances, mais elles sont intéressantes. C'est ce que vous voyez là, en fait, c'est des séjours bien-être qui s'appellent des Blue Zone Retreats. Alors là, je vais vous en citer quelques-uns. L'hôtel 5 étoiles Okinawa au Japon. Bon, il y avait aussi une cuisine végétale avec un sommelier en légumes d'Okinawa. Je
je vous le concède, on est quand même là encore dans l'univers du luxe et dans des choses, mais on voit bien qu'il y a cette tendance à aller chercher des solutions et des façons de vivre comme ça. Au-delà de ces micro-tendances, encore une fois, je vous le dis, c'est quelque chose qui vient aussi pour tout le monde. Autre point intéressant de réinvention autour de ce regard sur la santé s'appelle circadian snacking, et c'est pareil, la chrononutrition, en fait, dans l'absolu, rien de nouveau. C'est-à-dire, on est tous faits avec une logique comme ça de chronométabolisme, mais en fait, quand on regarde bien, c'est pas ultra utilisé. J'entendais l'autre fois sur une émission extrêmement mainstream, je crois que c'était sur RTL d'ailleurs, où il nous expliquait que même prendre un Doliprane, aujourd'hui, on nous dit c'est toutes les 4 heures, alors qu'en fait, si on regardait bien notre chrononutrition et notre chronobiologie, en fait, il faudrait le prendre sur certains bons créneaux horaires pour qu'il soit plus efficace. Et donc, cette logique de chrononutrition, de métabolisme, elle est de plus en plus adaptée. Et on voit des marques aujourd'hui, effectivement, qui utilisent un peu cette idée d'horloge interne. Alors là, on est au Japon. Évidemment, les Japonais sont toujours très, très forts dans la nutrition, dans les produits de nutrition, et en l'occurrence, la chrononutrition. Et la start-up Dotme s'est associée à 7-Eleven Japan, qui est donc un point de vente 24/24, pour créer des gammes de produits, quelque chose qui s'appelle le Cycle Me. Voilà. Donc on voit un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là. Là, c'est une autre illustration un peu intéressante. Vous n'avez pas pu échapper effectivement à la tendance du champi. Du champipi. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux les nouveaux champis pour traiter des apports d'hormones, de choses comme ça. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Il y a un café aujourd'hui, là, Bonjour, qui en parle beaucoup. Donc il y a une tendance de fond très très importante sur la mise en exergue des champignons, pas forcément hallucinogènes, mais avec des effets complètement dingues. Là aussi, en fait, rien de nouveau, parce que c'est des fois des champis qui en Asie sont utilisés depuis 2000 ans. Mais aujourd'hui, il y a un marketing qui est fait autour de ça. Ce qui est intéressant dans cette tendance, ça s'appelle Instant Health Cocktail, c'est qu'il y a toute une tendance aussi sur le sober curious, comme on dit, c'est-à-dire moins d'alcool. Boire moins d'alcool, c'est devenu tendance. Et là, ces nouveaux produits, c'est pas juste de l'alcool sans alcool, ce sont des produits en fait qui contiennent des champignons et qui promettent finalement les mêmes bénéfices que l'alcool, mais sans alcool. Voilà, ça nous promet effectivement de la bonne humeur, ça nous promet plein de bonnes choses. Et donc c'est le Instant Health Cocktail. Donc comme quoi les promesses de santé sont en train de se réinventer en permanence. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, les champis, on n'en parlait pas. Je crois qu'il n'y avait même pas de classification encore il y a 1 an et demi sur le sujet, et il y en a un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Donc on voit que tout ça, dans cette volonté de reprendre en main sa santé et d'être capable de peut-être vivre de façon éternelle. Donc ça, effectivement, là on le voit dans le Alcohol Free, dans le Via Sparkling 7.5, qui sont, là c'est en Australie je crois, là c'est les États-Unis, qui sont des boissons à base de champi et qui ont des effets visiblement de clarity et de bonne pensée. Oui, je me suis ressorti ces chiffres, bon, ça me fait sourire, j'aime l'idée d'une vie longue et en bonne santé. Par exemple, plus de 100 ans, j'ai envie de dire un peu mon neveu. Mais ce qui me fait sourire quand même, c'est qu'il y a 25% des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc c'est toujours intéressant de voir effectivement les tendances. Mais quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 75% qui quand même rentrent dans ce concept. Alors, ça paraît évident, mais franchement, il y a 3-4 ans, je pense qu'on ne parlait pas autant de l'idée du possible de vivre jusqu'à 100 ans. Et c'est devenu un vrai sujet qui reformate un petit peu nos attentes sur plein de choses sur la santé. Et puis, autre point sur cette vision un peu de modification de notre évolution. Là, on parle de vêtements technologiques et d'humains augmentés. Ce que vous voyez là, c'est une marque qui s'appelle Arc'teryx, qui est en collaboration avec la start-up Skip, a annoncé en juillet 2024 le lancement de Mogo. Voilà, Mogo, c'est un pantalon avec un exosquelette en fait qui est intégré. Alors bon, il vaut 5000 $, donc on va attendre que Decathlon s'empare de la tendance. Mais vous pouvez déjà le réserver et le commander pour 25 € online pour être prioritaire pour l'avoir. Au-delà du clin d'œil, c'est effectivement
extrêmement dans la tendance. On le voit aujourd'hui, ça existe déjà sur les exosquelettes qui aident pour le ski, etc. Donc on voit effectivement que ce qui était un tout petit peu projeté aujourd'hui devient une réalité, et une réalité effectivement d'accompagnement pour vivre mieux. Le Mogo là assure une assistance musculaire accrue de 40%, et aujourd'hui ça va devenir un produit de grande consommation. Ça, il y a longtemps qu'on parle des exosquelettes, mais ce qui est intéressant là encore, c'est que c'est en train de devenir de la grande conso. On voit quoi là? On voit la marque suisse de vêtements de sport, voilà, qui a lancé On. On sont des chaussures ultra légères, fabriquées grâce à une technologie light spray. C'est pour ça qu'en soi, il y a une semelle, et puis tout ça, c'est presque comme un spray, c'est d'une légèreté incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces chaussures ont été utilisées par la coureuse de fond kenyane Hélène Obiri pendant les JO. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit que tous ces progrès recréent ou réouvrent de nouvelles questions, puisque est née à ce moment-là une controverse super intéressante qui est le dopage technologique. Parce qu'effectivement, à quel moment la technologie prend le pas sur la réalité de l'humain, sur un effort, et donc est né à ce moment-là, avec ses chaussures, le dopage technologique. Et puis on voit Nike, qui en partenariat avec Hyperrise, travaille sur un ensemble bottes et gilets à température contrôlée, ce qui est visiblement très utile pour tous les entraînements de sportifs de haut niveau. Donc on voit effectivement, encore une fois, ce qui est dans cette tendance, c'est ce qui pourrait paraître ultra projeté, ultra exosquelette, ultra demain, est aujourd'hui dans la réalité, jusqu'à la commercialisation. Encore une fois, on attend des 4 sur le pantalon exosquelette. Et puis, pour terminer, on parlait tout à l'heure Digital Immortality. Là, on est sur un livre de Ben Merman sur le transhumanisme, en fait. Et il nous explique effectivement qu'en fin de compte, s'il existe un chemin vers l'immortalité, c'est certainement par la technologie. Ça nous promet beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller dans le rapport, parce que je ne vais quand même pas vous livrer le secret de l'immortalité là, aujourd'hui, cet après-midi et dans la minute qui vient. Donc je vous propose d'aller chercher ce QR code et d'aller voir, parce que comme vous vous rendez compte, en fait, on s'est vu une petite heure et on a à peine déroulé une vingtaine de tendances, et il y en a 100 dans ce rapport de prospective. Voilà. Si vous avez des questions, on est à votre disposition.